si l'on en croit la grande majorité des scientifiques, pour ne pas dire la quasi-totalité des scientifiques qui travaillent sur ce sujet, si la planète se réchauffe, c'est en grande partie à cause des activités humaines que nous développons depuis plus d'un siècle. À l'origine de ce dérèglement climatique, il y a bien une histoire d'effet de serre. Mais attention, l'effet de serre, c'est d'abord un phénomène naturel, sans lequel il n'y aurait pas de vie sur Terre. Pour cela, je vous renvoie à notre dossier sur l'atmosphère. Mais si l'on rejette toujours plus de gaz comme le CO2, le dioxyde de carbone, ou encore du méthane dans l'atmosphère, alors là oui, inévitablement, nous provoquons un réchauffement du climat. L'effet de serre, ça je connais. C'est bien à cause de lui que la Terre se réchauffe, hein. Mais comment l'homme peut intervenir dessus ? Je croyais que c'était un phénomène naturel. Tu as raison. L'effet de serre est un phénomène naturel grâce auquel certains gaz de l'atmosphère conservent une partie de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil et qu'elle réémet vers l'espace. C'est grâce à ces gaz, qu'on appelle les gaz à effet de serre, que la température moyenne de la Terre atteint les 15 degrés. Seulement, depuis plus d'un siècle, les activités humaines rejettent de plus en plus de gaz à effet de serre, ce qui fait grimper le thermomètre. Et tout ça, c'est bien une histoire de dioxyde de carbone, le fameux CO2 qu'on rejette, c'est bien ça ? Exact, mais pas uniquement. Nos industries, nos transports et notre agriculture rejettent d'autres gaz à effet de serre. Parmi eux, il y a le méthane, les gaz fluorés ou encore le protoxyde d'azote. Mais tu as raison. Le CO2 représente à lui seul plus de la moitié de l'augmentation des gaz à effet de serre. Il est rejeté dans l'atmosphère par notre consommation d'énergie fossile comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, qui ont accumulé le carbone dans le sol de notre planète pendant des millions d'années. En brûlant tout ce carbone, on le rejette dans l'atmosphère. Et même si une partie est réabsorbée par les plantes et les océans, le surplus s'accumule dans l'air et augmente l'effet de serre. Ok, compris, c'est un peu à cause de ma voiture que la planète se réchauffe alors. Mais est-ce qu'elle se réchauffe vraiment beaucoup ? Pour le moment, un peu. Mais le plus gros du réchauffement est sûrement à venir. À l'heure actuelle, le réchauffement mondial constaté à la fois dans l'atmosphère et les océans est de 0,85 degrés Celsius. Et si on continue à produire autant de gaz à effet de serre, ce réchauffement pourrait s'accélérer. Imagine, depuis 1880, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 40% et atteint un niveau record jamais égalé depuis 800 000 ans, voire plus. Tant que ça ? Dis donc, ça va vraiment chauffer pour nous alors ? Ah, ça, tout dépendra de notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Selon l'hypothèse la plus optimiste, la planète subira une hausse d'au moins 1 degré Celsius sur les 100 prochaines années. Mais sans réelle politique climatique, si rien n'est fait pour contrôler notre production de gaz à effet de serre, l'augmentation pourrait atteindre 3,7 degrés en moyenne sur toute la surface du globe d'ici 2100. Juste une petite question. Est-ce que c'est vraiment grave ? Parce que moi, personnellement, je préfère quand il fait chaud. Je te comprends. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Rien que 2 degrés de plus au niveau mondial, c'est déjà beaucoup en termes de changement climatique. Et ça aura des impacts dans tous les domaines, l'agriculture, la santé, l'économie. On pense bien sûr aux canicules, qui risquent de devenir plus intenses et plus fréquentes. Rien que sur les 15 dernières années, 9 font partie des plus chaudes jamais enregistrées. On pense aussi à la montée des eaux. Le réchauffement climatique fait non seulement fondre les glaciers, mais provoque aussi une dilatation des océans. Résultat, entre 1910 et 2010, le niveau des océans a grimpé de 19 cm. En 2100, selon le scénario pessimiste, il augmenterait de 63 cm, voire plus. Alors je sais, 63 cm, ça ne paraît pas beaucoup. Mais pour certaines régions du monde, comme le Bangladesh, certaines îles Pacifiques, les Maldives ou Venise, c'est crucial. Et de manière générale, partout ailleurs, la montée des océans va accélérer l'érosion des côtes. Or, les littoraux sont des zones fortement peuplées. L'ONU estime qu'en 2050, 250 millions de personnes devront quitter leur maison à cause de l'élévation des océans, mais aussi des catastrophes naturelles liées au dérèglement du climat. Sécheresse, inondations, typhons. Ah oui, et c'est pour ça qu'on parle de réfugiés climatiques.
Et nous ne sommes pas les seuls concernés. Beaucoup d'espèces animales et végétales devront s'adapter au nouveau climat, ou elles aussi migrer vers d'autres latitudes. Elles vont ainsi coloniser de nouveaux écosystèmes et entrer en compétition avec celles qui y sont déjà installées. Avec le réchauffement, c'est toute la biodiversité de la planète qui est en danger. Alors normalement, il existe aussi une sorte d'équilibre naturel qui fait que les forêts, les océans, les sols aussi absorbent et stockent une partie du CO2 présent dans l'atmosphère. Vous savez, on appelle ça des puits de carbone. Mais attention, car cet équilibre a ses limites et on est peut-être en train de les atteindre. Les forêts, on dit bien que ce sont des puits de carbone, non? Elles pourraient donc nous aider un peu à lutter contre le réchauffement climatique. Ça, elles le font déjà, et depuis longtemps. Les forêts captent et stockent une partie du dioxyde de carbone que nous émettons dans l'atmosphère et contribuent ainsi à limiter les conséquences du réchauffement climatique. Tout cela est possible grâce à un processus biochimique qu'on appelle la photosynthèse. C'est au niveau des feuilles que cela se passe. On va y jeter un œil. Pour se développer, les arbres puisent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le transforment en matière organique grâce à la lumière du soleil. Au passage, ils rejettent de l'oxygène que nous respirons. Le dioxyde de carbone, quant à lui, se retrouve donc piégé dans les tissus de l'arbre, les feuilles, les branches et surtout le tronc. Voilà pourquoi on dit que les forêts sont des puits de carbone. Ouais, sauf qu'en hiver, les feuilles tombent, il n'y a donc plus de photosynthèse. Observatrice, la petite voix. Effectivement, sous nos latitudes, pendant l'hiver, la photosynthèse diminue et nos forêts captent alors beaucoup moins de CO2. On pourrait penser que les forêts de l'hémisphère sud prennent le relais. Seulement, l'hémisphère sud comporte moins de terres émergées et par conséquent, moins de forêts que l'hémisphère nord. C'est ce qui explique que la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère varie naturellement au cours de l'année. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, le taux mondial de CO2 diminue, car la photosynthèse est à son maximum. Et quand c'est l'hiver, il augmente. Ok, le CO2 diminue en été, mais nous, on continue bien d'en émettre quelle que soit la saison, été comme hiver, n'est-ce pas? Exact. Et c'est pour cette raison que la concentration de CO2 ne cesse d'augmenter, malgré les oscillations saisonnières. Et elle augmenterait encore plus sans les forêts, d'où l'importance de les préserver. Car la déforestation intensive des forêts équatoriales, au profit des terres cultivées, nous prive de ce précieux puits de carbone. Pire, bien souvent, la déforestation se fait en brûlant la forêt. Résultat, on relâche le carbone qui était jusqu'à présent stocké dans les arbres. Bref, moins il y a de forêts, plus le CO2 que nous émettons s'accumule dans l'atmosphère et accentue donc l'effet de serre. Brrr, oulala, ça me donne des sueurs froides. Heureusement pour nous, les arbres ne sont pas les seuls à capter le CO2. Bien cachés dans tous les océans de la planète, de toutes petites algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton font également de la photosynthèse. Elles aussi captent une partie de nos émissions de CO2. Ah ben au moins le phytoplancton, on est sûr de ne pas le déforester. Oui, c'est vrai. Mais les scientifiques s'interrogent sur les conséquences que pourrait avoir le réchauffement des océans, des eaux de surface en particulier, sur la quantité de phytoplancton. Rien de sûr, mais c'est une question qui reste à explorer. L'émission qui prolonge ce dossier est consacrée aux réfugiés du climat, à ceux qui fuient leur terre à cause des inondations, de la montée des océans, des sécheresses, des cyclones. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il pourrait être 250 millions en 2050. Et puis avant de se quitter, évidemment notre traditionnelle petite question, et vous sentez-vous concerné par les questions de réchauffement climatique? Ça vous regarde, mais si vous voulez participer, c'est juste en dessous. Ciao, à bientôt.